Tintin! Yo, Yo man, comment ça yo, va? yo. Ça va très bien, toi? Ouais, nickel. Plaisir de te voir. Moi aussi. Est-ce que c'est le bon mic? Parce que j'ai plus C'est l'habitude. c'est le bon mic. Ouais, moi non plus, j'avais Ok, plus l'habitude. ok, Ouais, nice. c'est le bon mic. Tout est en Parfait. ordre. Tout va bien se passer. Super. Nice. On va sûrement aussi avoir ZS Trader qui va nous rejoindre après. À partir de 21h, normalement, et vous pouvez aussi nous rejoindre. Donc, il va peut-être sauter aussi après directement dans le live. Donc, on va regarder quelques graphes là. Salut Seb. Hello. Yo, bonsoir à toi, Nice. monsieur ZS Trader. Seb dès du début. Let's go. Yeah. Quel honneur. Donc, un tout petit peu de macro de mon côté. Et puis, je voulais faire une analyse en live en fait avec Seb. Donc, c'est super cool que tu sois là. Cool. Sur les pools de liquidité et market making. Ah oui. De le faire ensemble. Et alors, Seb, c'est éventuellement regarder avec les volume profiles, avec les sigma, etc., de comment on s'est calculé ça. Et alors, on sait faire les pools de liquidité, on sait faire notre planning en avance. Et comme ça, c'est en une fois fait pour mes pools de liquidité. Donc, on sait faire ça ensemble. Et comme ça, il y a des questions, on sait les répondre. Et si je n'ai pas encore intégré les questions dans le guide, ça m'aide aussi à avoir un guide un peu plus complet, quoi. Donc, ZS, comment toi tu vas? Écoute, ça va bien. Ça va bien? Je suis content de pouvoir faire le live aujourd'hui avec vous, mes amis yes, belges, suisses. Il n'y a plus de fête, il n'y a plus de machin. Allez, c'est fini. c'est bon. Tout live. Donc d'abord un tout petit peu de macro, small update. Donc aujourd'hui, on a eu, enfin la semaine passée, le July 31st, on a eu quelque chose d'assez important. Il y a le Treasury, donc le gouvernement américain, qui a annoncé combien ils vont encore devoir prêter, ok, pour leurs dépenses jusqu'à décembre. Et c'est assez inouï de combien ils ont encore besoin. On sait que il y a énormément, pour les gens qui suivent un peu la macro, il y a énormément à faire de la dette des États-Unis parce qu'ils prennent de plus en plus de dettes. On va regarder les taux d'intérêt qu'ils payent sur cette dette. C'est presque 1000 milliards par an aujourd'hui à cause des taux d'intérêt qui montent. Donc, on commence vraiment, vraiment à s'en faire de la solvabilité des États-Unis. Et comme Don Chuncho l'avait partagé dans Discord aussi, il y a un rating agency qui donne donc des ratings, donc des chiffres de comment bien une société est pour rembourser leurs prêts. Mais ils font ça pour les gouvernements aussi. Et naturellement, le gouvernement américain, il était toujours à triple A, mais maintenant, il y a une société qui a changé les États-Unis de triple A à double A+. OK? Donc, ils ont descendu ça d'un niveau. Et donc, tout ça avait à faire avec est-ce qu'ils savent bien, est-ce que ça s'est continué comme ça, avec les taux d'intérêt d'aujourd'hui et tous les prêts, les nombres de prêts qu'ils ont. Et donc, aujourd'hui, on va prendre, j'ai déjà zoom un peu, mais ça, c'est donc quand tu cliques sur le Sources and Use Table, donc ils doivent publier ça publiquement. On voit combien ils ont besoin. Et si on regarde la colonne bleue ici, euh, à partir, à partir d'avril jusqu'à décembre, ils ont encore besoin de 1850 milliards. So 1,85 trillion sur 6 mois. Ce qui est inouï. OK? Et on se demande comment est-ce qu'ils vont. Donc, le gouvernement doit donner des bons de trésor. Il issue des bons de trésor pour ça. Pour que des autres gens payent, leur prêtent de l'argent à un taux d'intérêt. Et donc, on sait maintenant, et je vais le partager, peut-être l'autre écran, vite fait. Ouais. Donc, ça, c'est les taux d'intérêt que les États-Unis doivent payer par an. Je ne sais pas si vous voyez les petits chiffres, mais la ligne rouge, c'est 1000 milliards, 1 trillion par an. OK? Maintenant, ils sont à 969, 970 par an qui doivent payer. Maintenant, sur les derniers 638 jours, donc presque 2 ans, même pas 2 ans, ces paiements, les taux d'intérêt qu'ils doivent payer par an, ça a augmenté de 60%. OK? C'est pour ça que nous, on pense maintenant et que ce rating a descendu, qu'ils ne vont plus jamais savoir repayer ça. OK? Et donc, qui va acheter ces bons de trésor? Qui va acheter cette dette? Parce que pour encore une fois imprimer 1850 milliards,
qu'ils ont besoin pour les prochains 6 mois, et ça, c'est seulement pour les prochains 6 mois. Naturellement, ils doivent issuer des bons de trésor pour ça, mais qui va les acheter? OK? Et ça, c'est toujours la grande question. Et donc, euh, les prochains charts que je vais vous montrer, tout ça, ça a à faire avec la liquidité totale nette et de comment ces bons de trésor, où est-ce qu'ils vont trouver de l'argent pour essayer de trouver des acheteurs pour ces bons de trésor. Et on en a parlé il y a 2 mois, donc je sais, c'est assez longtemps. Et c'était de la matière assez difficile avec le reverse repo, hein, le bassin qui était hors de l'économie pour essayer de chercher de la liquidité là. Le Treasury General Account, hein, donc le compte bancaire du gouvernement. Et alors la Fed, et les trois, les BGs, avec c'est ce que j'avais expliqué là. Donc, on va regarder ça. Avant, euh, je vous ai déjà partagé un graphe la fois passée. Je vais zoom un peu parce que je ne sais pas si c'est grand, mais je pense bien que quand le dollar descend en prix, que c'est très très bien pour les autres pays, que c'est un quantitative easing pour eux, parce que leur monnaie monte en valeur contre le dollar, et ils ont de l'argent en réserve pour acheter des bons de trésor des États-Unis, parce que c'est un très bon investissement pour les pays d'acheter des bons de trésor, parce qu'ils gagnent des taux d'intérêt là-dessus, et c'est un asset, c'est super liquide, donc en fait c'est comme du cash, mais c'est du cash qui est là, sur quoi que tu as payé un taux d'intérêt dessus. Donc c'est un win-win en fait. C'est des cash equivalents, c'est des très bons investissements. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si ces pays, si le dollar monte? Aujourd'hui, ici, ça, le graphe que vous voyez ici, le rouge, c'est le prix du dollar, donc le Nominal Broad Dollar Index. OK? Et le bleu, en fait, on peut voir ça comme les bons de trésor qui sont les bons de trésor américains qui sont gardés par les autres pays, foreign countries. OK? Et donc, on voit vraiment une corrélation qui est négative, presque négative 1, donc presque parfaitement corrélée négativement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand aussi le dollar descend, et vous voyez le rouge descend, le dollar descend, ça donne un essoufflement pour les pays qui ont des autres monnaies fiduciaires que le dollar, et ça leur donne donc du pouvoir d'achat. Et qu'est-ce qui se passe? Les nombres les US Treasuries qui sont achetés par des foreign countries, par des autres pays, ça monte quand le dollar descend. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand le dollar monte? Naturellement, c'est un quantitative tightening pour ces pays parce que leur monnaie fiduciaire vaut moins contre le dollar qu'avant, parce que le dollar est en train de monter en force, ce qui fait qu'en fait, ils ne veulent plus acheter des bons de trésor. Ils n'ont plus assez de cash. Ce qu'ils font alors, c'est qu'ils commencent à vendre leurs bons de trésor américains qu'ils avaient pour acheter leur monnaie fiduciaire. OK? Hmm. Et comme ça, leur monnaie fiduciaire monte de nouveau vis vers le dollar et ils n'écroulent pas complètement économiquement. OK? Leurs imports, ils savent rester importés. OK? Parce que sinon, ils savent même plus importer parce qu'ils savent acheter rien puisque tout est dénominé en dollars. Vous comprenez ça? Mhm. Donc, une fois que le dollar monte, on voit vraiment les foreign US Treasuries held by foreign countries, on voit descendre ça. Maintenant, c'est super positif le dernier temps parce que qu'est-ce qui se passe? Le dollar, il est en train de descendre. On le voyait, on l'a vu avec les analyses de Seb aussi. On a fait ces analyses quand le dollar était vers 120 et on se disait, OK, est-ce que ça s'est peut-être encore monté jusqu'à 130? Le maximum, ça va être 100, 130, 135. Et à partir de là, en fait, c'était le top. Cette dernière analyse qu'on avait faite, et le dollar a descendu. Ce qui était super bien pour le gouvernement américain. Pourquoi? Parce que maintenant, ces pays, vous voyez, les autres pays, ils sont de nouveau en train d'acheter des bons de trésor. Ça commence à remonter. Donc ça, c'est positif parce que le gouvernement américain, ils ont besoin de plus de dettes. Et pour recevoir cette dette, il y a quelqu'un qui doit acheter cette dette. Et ça, c'est ce que ces pays sont en train de faire maintenant. Le truc de quoi moi j'ai assez peur, c'est qu'est-ce qui se passe si le dollar remonte de nouveau à cause de n'importe quoi. Donc, c'est pour ça que ça va être assez important de rester regarder le dollar. Naturellement, un dollar qui monte, ça a un impact euh, multivariable, hein, mais un des impacts que moi je veux regarder maintenant, qui a un impact direct pour nous, les investisseurs de Bitcoin, et je vais vous expliquer pourquoi plus tard, c'est que si le dollar monte maintenant, le gouvernement américain ne sait plus investir sa dette, donc ne sait plus prendre sa dette, ne sait plus investir dedans, et la Fed doit alors commencer à acheter la dette du gouvernement américain. Et ça, c'est ce qui se passe dans des pays émergents et des pays de crise, en fait. C'est où la Banque centrale, elle imprime de l'argent pour acheter immédiatement de la dette du pays.
Donc, en fait, ça, c'est un pure Ponzi scheme où on a de nouveau une inflation qui va monter, monter, monter avec tout ce que j'ai expliqué il y a 3 mois ou 4 mois Mhm. avec les résultats. Alors, c'est pour ça que nous, on regarde ça parce que ça, c'est avoir un impact directement sur Bitcoin parce que si ça se passe et si le gouvernement américain doit être financé par la Fed immédiatement, les taux d'intérêt vont descendre, ils vont imprimer de l'argent et Bitcoin va monter. OK? C'est pour ça que nous, on regarde ça et c'est pour ça que je partage ça avec vous. Nice. Donc, WALCL, ça, c'est le bilan de la Fed. OK? Ça, c'est combien de bons de trésor est-ce que la Fed a sur son bilan? Right? La quantitative easing, comme vous le savez, comme j'ai expliqué, c'est la Federal Reserve, donc la banque centrale, qui imprime de l'argent et qui achète des bons de trésor du marché. OK? Qu'est-ce qui se passe alors? Le bilan monte. Ça, c'est du quantitative easing. OK? C'est quoi du quantitative tightening? Du quantitative tightening, c'est la banque centrale qui vend des bons de trésor and the mortgage-backed securities, des prêts hypothécaires. Ça, on s'en fout aujourd'hui. On veut savoir ce qui se passe avec les bons de trésor. Quantitative tightening, c'est donc la Federal Reserve qui est en train de vendre des bons de trésor. On est à 80 milliards, 85 milliards par mois aujourd'hui de quantitative tightening, de rolling of government bonds. Ce qui veut dire que le gouvernement américain, pour les prochains 6 mois, ils ont donc besoin de 1850 milliards en bons de trésor qu'ils doivent vendre. Et la Federal Reserve est en train de vendre, let them roll off, parce qu'ils ne vendent pas, ils les gardent jusqu'à maturité, mais ils n'achètent pas plus, c'est rolling off, à un niveau de 85 milliards par mois. Donc, ils ne les achètent pas. Donc, il y a encore plus de bons de trésor qui atterrissent sur le marché, en fait. OK? Donc, de nouveau, ma question, qui va acheter ces bons de trésor? OK? Parce que si on trouve personne pour les acheter, ça sera la banque centrale qui devra imprimer pour acheter les bons de trésor américains du gouvernement Restrix. Je peux juste te poser une question, c'est, Oui, tu dis du coup que il y a pour 85 milliards de dollars de valeur de bons de trésor chaque mois qui arrivent chaque de mois. plus sur le marché? Oui, de la C'est Fed. éno Mais Waouh! 85 milliards, j'ai juste dit que le gouvernement américain va émettre 1850 milliards de bons de trésor sur les prochains 6 mois. Donc 85 milliards, c'est pas énormément. Ouais, ouais, OK? ouais, en En fait, ouais. proportion. Vu OK? comme ça, ouais, c'est vrai. Right? C'est 1%, quoi. C'est même pas 1%. Ouais, c'est OK. 0,5, All ouais. right? C'est 0,4% comme section. Ouais, OK. Non, mais je sais, c'est assez difficile de mettre ces chiffres en tête. Mais bon, ouais. c'est important de les partager. Alors, chart numéro 2. Donc ça, c'est le Treasury General Account. Je vais partager la chart. C'est le WT Region. Et les gens qui sont un peu nerds comme moi avec ça, à la fin, je vais vous partager un indicateur qui combine tout ça en indicateur pour la liquidité totale nette. Je l'ai déjà partagé il y a quelques semaines, mais c'est quand même cool d'encore une fois regarder tout ce qu'on avait regardé là. Donc ça, c'est le Treasury General Account. Ça, c'est le compte bancaire des États-Unis. Donc ça, c'est Yellen, c'est la boss. Elle gère ce compte. OK? Et donc, on voit, ceci, j'avais dessiné il y a quelques mois, où moi, je disais, OK, le Treasury General Account, il est presque à zéro. Il était à 50 milliards. 50 milliards, c'est vraiment rien pour un compte bancaire du plus gros au plus puissant gouvernement du monde. OK? On savait ça. Pourquoi est-ce qu'il y avait encore que 50 milliards là-dedans? Ben, c'était avec tout le deal tout ce bazar, tout le drame sur le debt ceiling, sur le plafond de la dette. Vous vous rappelez encore que le gouvernement américain, il ne savait plus dépasser le plafond de la dette avant qu'il y avait un vote qui passait par le Parlement, en fait. Donc, on voyait le Treasury General Account qui descendait parce qu'ils ne savaient plus émettre plus de bons de trésor pour leurs dépenses, en fait. Donc, d'où est-ce que cet argent pour leurs dépenses devait venir? Ça venait du compte Treasury General Account, du compte bancaire, parce qu'ils ne savaient plus émettre de bons de trésor pour fund their debts. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un accord pour le debt ceiling, pour le plafond de la dette ici. Et qu'est-ce que j'avais dit alors? J'avais dit qu'ils avaient une target de 550 milliards immédiatement. Ils doivent refill le compte bancaire euh, des Amériques, des États-Unis. Donc, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Alors là, vous vous rappelez encore, moi j'avais dit qu'ils avaient besoin d'environ 1000 milliards, vite fait en bons de trésor, pour refill le Treasury General Account et pour repayer toutes les dettes qu'ils avaient donc
pas su payer avec les bons de trésor. Mais non, ça c'est fait. Ce Treasury General Account, il est monté de 550 milliards. D'où est-ce que cet argent vient? Ça vient donc de bons de trésor. OK? Et cet argent qu'ils reçoivent de bons de trésor, ils mettent ça dans le Treasury General Account. D'où est-ce que ça s'est venu, ces 550 milliards? Ces 550 milliards sont venus du Reverse Repo Facility. Reverse Repo Facility, je ne vais pas trop vous bore avec ça parce que c'est assez compliqué de ce que c'est. Le RRP était inventé en 2008, après 2008. Et ils devaient essayer de ressortir cette liquidité qu'ils ont pompée dans le système alors. Et la façon de comment le faire, c'est de donner un incentif aux gens qui ont cette liquidité, qui gardent cette liquidité, les banques, en disant, OK, on va vous donner un incentif pour sortir cette liquidité et de le mettre quelque part d'autre. Quel est le meilleur incentif pour chaque être humain à mettre son argent dedans? Leur payer de l'argent pour le faire. OK? Et c'est ça qu'ils ont fait. Donc, ils ont mis le Reverse Repo Facility ou le Interest on Bank Reserves. Ils ont commencé à payer des taux d'intérêt sur les réserves bancaires des banques. Donc, au lieu de les faire prêter cette liquidité qu'ils avaient, aux personnes dans l'économie, alors créer de l'inflation et créer, donner de l'eau dans cette piscine, ils ont dû prendre cet argent et la Federal Reserve a commencé à payer des taux d'intérêt sur cet argent pour le mettre, qui part d'autres, mais pas dans l'économie, dans le bassin. Et ça, c'est le bassin qu'on appelle le reverse repo. La différence entre le IOBR et le RRP, c'est juste que ceci, tout le monde sait investir là-dedans. Les autres pays, etc., on n'a pas besoin d'un compte bancaire pour ça. Donc, ça, c'est tous les pension. Il y a une partie, les money market funds qu'on appelle. Donc, tout le monde sait investir là-dedans. Mais il y a donc énormément d'argent là-dedans et ça a fait que monter, après COVID. Pourquoi? Tout cet argent imprimé pendant COVID, ils ont dû payer des taux d'intérêt sur cet argent imprimé. OK? Et c'était de l'argent énorme, énorme, énorme. Donc, ils ont commencé à payer des taux d'intérêt là-dessus. OK, right. Maintenant, comment est-ce qu'on fait un incentive? Comment est-ce qu'on sait essayer de sortir cet argent qu'il y a dans ce bassin-là pour acheter des bons de trésor? Ben, il y a quelques règles. Les bons de trésor, les banques ne peuvent pas acheter de bons de trésor plus qu'un pourcentage sur leur bilan. Et les banques, ils étaient stuffed. Tout le monde, il y avait déjà plein de bons de trésor partout. OK. Donc alors, comment est-ce qu'on sait faire ça? Les money markets, ils savent acheter des bons de trésor à 3 mois. OK, mais seulement à 3 mois. Donc, very short term, ce n'est pas quelque chose de plus positif pour des gouvernements de donner des bons de trésor à 3 mois parce qu'on doit les roll over à chaque fois. C'est mieux de savoir les vendre à 10 ans ou 15 ans ou 20 ans. Mais maintenant, ils ont donc vendu 1000 milliards de bons de trésor à court terme. Et le money markets, ils ont descendu de combien? Ils ont descendu de environ 586 milliards, rappelez-vous. Ça a monté de environ 500 milliards. OK? Ouais. Donc, presque tout ce qui est RRP et tout ce qui était bon de trésor pour le Treasury General Account, ils ont trouvé dans le reverse repo. Mais naturellement, on avait encore besoin de plus d'argent que les 550 milliards juste pour mettre dans le compte bancaire parce qu'on a we have bills to pay. On a des factures à payer. Donc, on a eu un peu toutes sortes. Donc, ici, on voit le nouveau. Ça, c'est donc le reverse repo qui descend. Et ça, c'est le Treasury General Account qui monte. Et on voit vraiment que ça a commencé presque vers le même moment. OK? Donc là, de nouveau, sur tous ces bons de trésor qui circulent, on a presque 969 milliards par an que les gouvernements payent américains. Ce qui fait qu'en fait, maintenant, on n'est pas encore en crise. Et pourquoi? Et maintenant, je commence à comprendre aussi un peu mieux. Ceci, c'est du quantitative easing, parce que le gouvernement américain, hein, il paye presque 1000 milliards à des personnes dans le marché, taux d'intérêt sur leur bons de trésor. Donc, même si la Fed augmente les taux d'intérêt encore plus, le gouvernement américain va encore payer plus. Parce que nous, on sait investir, tout le monde sait investir dans des bons de trésor. La DeFi, avant, c'était intéressant pour avoir un yield sur les stablecoins de 4-5%. Pourquoi? Parce qu'on avait un taux d'intérêt de 0,25%. Right? Mhm. Maintenant, les taux d'intérêt sont à 5%, 5,5%. Donc, il y a des protocoles comme Tether, Maker, etc., qui investissent tous leurs gains
de stablecoins, de DAI et du USDT dans des bons de trésor à 5,5%. 5,5%, c'est gigantesque en fait. Free Énorme. money is a risk-free rate. Donc tout cet argent est maintenant pompé. La Fed essaye de sortir de la liquidité en augmentant les taux d'intérêt, mais le gouvernement américain doit payer ces taux d'intérêt sur de la dette et de plus en plus de dettes. Donc cela, il repompe en fait la liquidité dans le système. Parce que MakerDAO, Tether, moi, toi, la grand-mère en Florida, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va dépenser cet argent qu'elle a dans ses bons de trésor in a retirement fund, Mhm. naturellement. Donc, ça revient dans l'économie, tu vois. Et c'est pour ça que ça prend nettement plus de temps pour que cette liquidité soit sortie et que maintenant, on voit des bull runs du S&P 500, etc. OK? Du coup, juste si je peux te poser une question, peut-être je peux poser une question bête, hein, mais Il n'y a pas de question bête. de ce que j'entends là, en fait, c'est intéressant actuellement pour acheter des bons de trésor, Mhm, indirectement. mhm. Mais si on prend un pays, enfin, si on prend par exemple l'Europe, tous les pays qui sont dans l'Europe aujourd'hui, si on prend l'euro comparé au dollar, en question de prix, bah, en fait, c'est pas intéressant d'en acheter parce que c'est trop cher en fait, parce que l'euro est plus faible contre le dollar. Donc en fait, pour Exact. l'euro, c'est pour l'Europe, pardon, c'est plus intéressant de vendre des bons de trésor actuellement parce que du coup, Mhm, ça peut les sécuriser. Mais indirectement, il faudrait quand même en posséder parce que le taux est si intéressant en fait. mhm. Donc, donc qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se passe pour que ça se passe mieux, on va dire déjà l'économie? Qu'est-ce que les pays devraient faire ou Non, l'économie se passe bien. Les pays font les Au bons choix. contraire. Et même au contraire, je dis, ouais, eux, ils profitent que Oui, les marchés n'arrivent pas, enfin, ils n'arrivent pas à parce se que ce taux est retirer la autant é liquidité. En fait, parce que comme le ils taux n'arrivent est pas autant élevé en fait. et surtout, ils n'arrivent pas à retirer la liquidité. Et c'est ça. Ouais, c'est Donc, ça. et c'est pour ça que tu vois que le marché, en fait, le marché action, il se porte bien et que ça continue et que le marché est porteur. Alors, malgré le fait d'avoir même des bons du trésor à 5%, tu as quand même les actions qui montent. Alors que normalement, bah, c'est où? C'est des vases communicants en théorie. En théorie, tu as l'argent qui va plus vers des obligations quand le marché s'écroule au niveau des actions. Donc, mm, et Ouais. là, tu vois, et tu vois aujourd'hui. Maintenant, la vraie question, c'est de dire si le dollar monte, c'est là la plus grosse des difficultés. mhm. Pour tous les pays hors, qui traitent en dollars, c'est la grosse difficulté parce que même si derrière leur monnaie, ben, en fait, elle va se dévaluer puisque le dollar va monter, donc leur monnaie va être plus faible. Donc ça va être compliqué même de racheter du dollar, même si les taux d'intérêt sont intéressants. Donc le problème, c'est qu'après, si plus personne peut traiter avec, avec les États-Unis, qu'est-ce qui va se passer? Bah, c'est que la Fed qui devra racheter tout ce que les autres ne peuvent pas racheter, si j'ai bien compris. Et là, ça risque d'être problématique, quoi. Là, c'est Moon pour nous, en fait. Là, c'est Moon pour nous parce qu'il y a Ouais. il y a de l'argent infini qui achète la dette du gouvernement le plus gros, de la monnaie fiduciaire mondiale. Euh, et là, en fait, on va avoir real estate, le marché immobilier, on va avoir de l'or et le Bitcoin qui va monter, monter, monter. Se Euh, sauf que les monnaies, logiquement, enfin, logiquement, tout va choper une inflation énorme, en fait, Ben, c'est ça le exact. problème. mais Et c'est vraiment pour ça que énorme. tout ça, voilà, exact. Et alors, on va de Ouais. nouveau passer en yield curve control, Mmh. right? Ouais. Comme la Deuxième Guerre mondiale, où on a eu plein, plein, plein de dépenses pour la guerre, et comme Israël dans les années 80. Mmh. C'est les deux graphes que j'avais partagés là. Ouais, Vous vous parce que rappelez encore? la Voilà. problématique, c'est ça, c'est l'inflation. Ça, c'est C'est l'inflation, l'inflation. oui. Puisque plus ils vont faire, parce que, OK, pour que la Fed rachète les bons du Trésor, bah, il va falloir elle imprime de la monnaie, hein, parce qu'elle l'a pas comme ça. Donc, elle va Mmh. devoir en imprimer. Donc, elle rajoute elle-même de la liquidité à l'intérieur. Et donc, Et c'est un forcément, cercle vicieux, en c'est un fait. cercle vicieux. Et ton Mmh. inflation, ils n'arriveront pas à la contrôler. Ouais. Et donc, elle Donc, c'est continuera à là où monter. c'est là où le gouvernement paye sa dette avec plus de dettes. Ce qu'on Mhm. voit déjà pour une partie aujourd'hui, mais une fois que le- la dette détenue d'un pays est plus que 50% détenue par la Banque centrale et pas par des autres acteurs, là, on commence à devenir un marché émergent ou un marché comme les autres pays, comme les pays qu'on connaît tous qui sont dans les problèmes aujourd'hui. Ouais, Mmh. comme beaucoup de pays de l'Amérique latine, etc.
où la banque centrale détient en fait plus que 50%, parfois même 80 ou 90% de la dette du gouvernement. Ce Mmh. qui naturellement n'est pas sain, right? Exactement. Ouais, c'est Voilà. c'est c'est là où il faut aussi vraiment faire attention parce que si tu as un bitcoin qui monte par exemple à 100 000 mais que tu as une inflation tellement haute, bah, en fait, c'est pas que le bitcoin a pris énormément de valeur. Non, c'est Ouais. que le dollar a perdu beaucoup de valeur et donc Mmh. du coup, un bitcoin, elle a pris de la valeur à cause de la C'est chute ça, du bitcoin, en fait et donc du c'est coup, ça. sa rareté, elle est toujours là et puis il y a toujours un petit peu cet intérêt. D'ailleurs, j'avais fait un short il y a peut-être 2 3 semaines en arrière sur YouTube en disant pourquoi je voyais le bitcoin à 1 000 000 sur le plus long terme. C'était pas parce que le bitcoin allait prendre autant de valeur, c'était parce que le dollar et puis les monnaies fiat allaient perdre de la valeur avec le long terme, avec Mmh. le temps, en fait et peut-être qu'1 million vaudra que 100 000 comparé à aujourd'hui, peut-être Mmh. dans 20 ans, façon de parler. Mmh. Ça, on ne sait pas exactement, dépendant de comment ça va vraiment se passer, mais il faut vraiment bien prendre ça en considération, puis bien faire attention justement de ne pas se faire avoir, de garder trop de liquidité aujourd'hui qui n'est pas bien positionnée, en fait, en tant Ouais. qu'investissement, en rapport avec cette inflation potentielle qui peut aussi arriver. Je veux dire, aujourd'hui, si on regarde rien que l'euro, pour toutes les personnes de ces derniers 5 ans qui ont possédé des euros sur une banque, c'est catastrophique. C'est C'est oui, c'est catastrophique quand je vois ça. Nous, on le complètement. voit beaucoup ici en Suisse parce que le franc suisse, il est quand même plutôt très fort sur l'économie en général. Quand on le regarde sur tout comparé à la majorité des monnaies, on a beaucoup de puissance ici aujourd'hui en Suisse et donc du coup, on n'est pas trop impacté, on va dire, sur l'inflation. On n'est pas trop impacté sur le fait que, elle perd vraiment de la valeur, mais quand on voit tout le reste, c'est absurde, en fait. Ouais. La plupart des personnes qui vivent dans des pays, européens, hein, comme moi aux Pays-Bas, les Belges, les Français, c'est on le comprend maintenant parce qu'on a eu des années, enfin, CPI de presque 10% ou plus que 10%, right? Le CPI réel, il était à 17% à un moment aux Pays-Bas. OK. Là, c'est où tu comprends que l'inflation, c'est un problème parce qu'en une année, ça a sauté de 17%. Là, les gens le comprennent. Mais à 2% ou 3%, tu ne le comprends pas parce que chaque année, c'est simplement parce que tu changes un peu. C'est comme si tu grossissais 20 kilos sur 10 ans. Tu ne le vois pas immédiatement, tu vois. Mais si tu grossis de 20 kilos en une semaine, tu te dis, ah merde, il faut peut-être Mmh, aller courir, tu vois. Mmh. Donc, c'est la même chose avec l'inflation. j'aime bien. Et c'est ça qu'on voit aujourd'hui aussi. Le CPI monte et il reste monté. Donc, 5%, non, 10% l'année passée et 5% cette année-ci, oui, ça descend, mais les 10%, c'est encore 5% plus que les 10% de l'année passée, tu vois? Ça, c'est difficile à comprendre. C'est Mmh mh. compound. Ouais. Mmh. C'est ça. À la semaine prochaine. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao.